Dans le monde du catch, de nombreux personnages mystiques existent, allant du basique avec des figures comme l'Undertaker et Kane, jusqu'aux plus étranges comme The Boogeyman ou encore Giant Gonzalez. Cependant, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui m'a toujours fasciné et qui a apporté une grande valeur à ce sport avec son personnage déjanté, mais qui malheureusement avait une trop grande avance sur son temps. Je vais bien sûr vous parler du seul et l'unique, Goldust. Dustin Patrick Runnels naît au Texas et commence sa carrière de catcheur en 1988 auprès de son père le légendaire Dusty Rhodes. Il lutta tout d'abord dans diverses fédérations indépendantes de la Floride ainsi qu'à la NWA et à la USWA à Memphis. En septembre 1990, Dusty Rhodes lui offre l'opportunité de rejoindre la WWE. En effet, le père était en rivalité avec Ted DiBiase et ce dernier avait dans son coin un garde du corps en la personne de Virgil. Dusty étant alors seul, il choisit donc comme allié son fils Dustin. La rivalité dura plus de 3 mois et s'acheva lors du Royal Rumble 1991 par la victoire de Ted DiBiase. Un mois plus tard, Dusty et Dustin Rhodes quittaient tous les deux la WWE pour la WCW. Arrivé dans la fédération rivale, The Natural Dustin Rhodes, comme il se fera appeler, se distinguera essentiellement dans les matchs par équipe aux côtés principalement de Ricky Morton, Barry Windham, mais surtout Ricky the Dragon Steamboat. En décembre 93, sa carrière solo décolle lorsqu'il remporte le titre US alors vacant, en s'illustrant dans un tournoi organisé autour de 16 ceintures. Il aura ensuite des rivalités avec The Ravishing Rick Rude, Steve Austin, Arn Anderson, puis Blackstop Bully. Mais fin 1994, début 1995, la WCW n'avait plus vraiment d'ambition pour notre catcheur et les gérants de la compagnie le manipulent en provoquant son renvoi après le pay-per-view Uncensored 95 dans un King of the Ring Road match. Dustin avait reçu des ordres qu'il devait saigner durant ce combat. Il était au courant que la WCW avait une politique que personne ne devait s'ouvrir le front pour faire couler le sang pour en mettre plein la vue aux spectateurs. Dustin a demandé au producteur si le fait qu'il devait saigner avait été approuvé par la direction. Le producteur lui a dit qu'il n'y avait aucun problème avec la direction. Le combat a donc eu lieu et le lendemain, Rhodes s'est fait renvoyer. À la suite de son renvoi, il reçoit un appel de Vince McMahon pour retourner à la WWE afin d'endosser le plus grand rôle de sa vie, celui de Goldust. À ce moment dans sa vie, les choses n'allaient pas trop bien pour Dustin. Il était en froid avec son père Dusty Rhodes, The American Dream, et il essayait de sortir de son ombre. Il voulait être plus que le fils de Dusty Rhodes, c'est pour ça qu'il n'a pas hésité une seconde à accepter l'offre de Goldust. Vince McMahon l'a averti par contre qu'il y aurait des spectateurs ou même d'autres lutteurs de la WWE qui ne seraient pas d'accord avec les agissements de son personnage. Si jamais ceci arrivait, Vince lui dit qu'il pouvait l'appeler n'importe quand et qu'il serait là pour l'appuyer à 100%. C'est grâce à Savio Vega que Goldust a compris ce que devait être son personnage. C'est durant ses combats contre lui que Goldust a essayé ses mouvements qui sont devenus sa marque de commerce, comme celui où il se frotte le bas du dos contre son adversaire. En septembre 1995, au pay-per-view In Your House, Goldust apparaissait au public. C'est vraiment un personnage unique qui, dès sa première apparition, a vraiment marqué les mémoires. Au début, il portait une tenue jaune qui sera très vite remplacée par la tenue or et portait déjà son maquillage doré et sa perruque blonde blanche avec sa musique incroyable, je tiens à le souligner. Il présentait un goût prononcé pour le cinéma, faisant ses entrées sous la bannière Shattered Dream, sa fausse société de production, et cultivait déjà un caractère androgyne bisexuel. En effet, même s'il avait à ses côtés comme manager sa femme Marlena, femme aussi dans la vraie vie, il ne cachait pas des attirances envers d'autres lutteurs. Après avoir fait ses preuves en terrassant tous les adversaires qu'on lui présentait, Savio Vega, Aldo Montoya, mais surtout Marty Jannetty ou encore Bam Bam Bigelow, il put se prétendre challenger au titre intercontinental détenu par Razor Ramon. Au Royal Rumble 1996, il créa la surprise en détrônant donc le redoutable Razor Ramon. Cette victoire, certes controversée par l'intervention du 1-2-3 Kid, permettra néanmoins à Goldust de s'imposer comme l'un des catcheurs références du moment. D'ailleurs, pour l'anecdote, Razor Ramon n'était vraiment pas confortable avec tous les gestes que Goldust faisait dans l'arène. Il disait que ses enfants allaient le regarder à la télé et il ne voulait pas qu'ils voient un autre homme le toucher comme Goldust avait l'habitude de le faire avec ses adversaires. Goldust, cette année, il a finalement appelé Vince pour lui raconter les problèmes qu'il avait avec Ramon. Vince lui a dit qu'il était toujours à 100% derrière lui et de ne pas s'en faire. Par la suite, Ramon allait souvent voir Vince pour se plaindre et il revenait toujours la tête baissée avec l'air déprimé. Vince a toujours tenu parole et Goldust n'a jamais compris pourquoi Razor Ramon lui en voulait parce qu'il faisait juste jouer son personnage. Pas longtemps après, Ramon a demandé à être libéré de son contrat avec la WWE pour ensuite rejoindre la WCW. C'est ce qui a fait en sorte que Goldust s'est retrouvé dans un combat contre Roddy Piper à WrestleMania 12. Le plan initial était supposé être un Miami Street Fight contre Goldust et Razor Ramon qui aurait été retransmis via satellite à WrestleMania en Californie. Le combat contre Roddy Piper dans le semi-main event de WrestleMania l'a propulsé au rang de superstar et lui a même permis, selon certains, d'éclipser le nom de son père. Goldust perd son titre contre Savio Vega dû à une politique en interne et entame son second règne 2 mois plus tard. Il défendit son titre brillamment face à notamment Savio Vega mais surtout face à l'Undertaker. Pendant une période, Goldust s'associe indirectement au célèbre Paul Bearer en devenant une sorte de mercenaire engagé pour soutenir Mankind dans sa lutte contre l'Undertaker. Il s'attire ainsi les foudres du Deadman et dut défendre son titre à 2 reprises durant le mois de mai dans des matchs du cercueil. Bien que le Phenom soit l'ultra favori dans ce type de match, c'est bien Goldust qui est ressorti victorieux de ses affrontements, non sans l'aide de Mankind bien évidemment. Par ses victoires incroyables, Goldust devient et demeure à ce jour l'unique catcheur qui soit parvenu à triompher du Deadman à 2 reprises dans des matchs du cercueil.
Mais peu de temps après cet exploit, Goldust dut s'incliner et renoncer à sa ceinture face à un homme beaucoup plus costaud que lui physiquement, Ahmed Johnson. Il rentre ensuite en rivalité face à Marvelous Marc Mero qu'il terrasse lors du SummerSlam, mais après le succès, c'est une série de défaites qui succèdent. Shawn Michaels, Undertaker puis encore Marc Mero, tous ont le dessus sur la superstar dorée. Il veut retrouver sa gloire en défiant le champion intercontinental du moment Triple H au Royal Rumble, mais même s'il domine largement le match, ses interventions illicites de Mr. Huge, le garde du corps du champion, empêchent Goldust de remettre la main sur le titre. Il retente sa chance à WrestleMania 13, mais une fois encore, à cause du nouveau garde du corps Chyna, Triple H ressort une fois encore triomphant. Par la suite, Goldust rentre en rivalité avec Crush qu'il bat pratiquement à chaque fois. Sa domination sur Crush lui offre le privilège de faire partie de l'équipe américaine pour affronter l'équipe canadienne de la Hart Foundation au Survivor Series. Et c'est l'équipe canadienne de Bret Hart qui remporta le combat par disqualification. Ces Survivor Series débutent une nouvelle rivalité opposant Goldust à Brian Pillman. Les matchs que les deux hommes livrent ont très souvent des enjeux derrière. Ainsi au SummerSlam, Brian Pillman vaincu est contraint de porter la robe de Marlena pendant 30 jours. À Ground Zero, Goldust vaincu à son tour doit laisser son manager Marlena servir dans le coin de Pillman pendant 30 jours. Mais cette stipulation finit par rapprocher Pillman et Marlena et cette dernière ne semble finalement plus décidée à revenir dans le coin de Goldust. Du coup, Goldust jette publiquement son alliance en public, brisant officiellement sa relation de couple. Suite à cet événement, Goldust choisit comme nouveau manager Luna Vachon. Associé entre autres à Vader au Survivor Series contre la Hart Foundation, il refuse de prendre le relais de Vader, causant l'élimination de ce dernier. Ceci déclenche une feud hors du commun entre les deux hommes. Goldust à chacune de leurs confrontations apparaît en périodant de superstar ou une personnalité. Shayna Dust, Hunter Dust, Dude Love Dust, Marilyn Manson Dust et bien sûr Vader Dust. Leur affrontement final a lieu au Royal Rumble 98 où Vader, malgré les interventions de Lucha Vachon, écrase Goldust pour de bon. Par la suite, Goldust décide de s'associer à Marc Mero, managé alors par sa femme Sable, dans l'espoir de former une nouvelle tag team. Mais les dissensions qu'il y a entre Lucha Vanon et Sable montent les deux catcheurs l'un contre l'autre et ils se retrouvent face à face sur un ring à WrestleMania 14. Malgré une domination sans faille de Goldust, c'est Mero qui finit par remporter la victoire. Après une courte rivalité contre Dude Love qu'il perd, il doit s'éloigner des rings entre avril et juin 1998 pour cause de blessures. Lorsqu'il fait son retour, le public a la surprise de découvrir un nouveau Goldust sans maquillage. Il brûle sa combinaison dorée, vire Lucha Vachon et entreprend de défier Val Venis, le nouveau compagnon de son ex-femme, Marlena, connu maintenant sous le nom de Terry Runnels. Après des mois de rivalité, Goldust choisit de remettre sa combinaison dorée pour le Judgment Day de 98 et il achève Val Venis lors de ce pay-per-view. Redevenu le Goldust doré, il s'associe avec Steve Bachman pour rivaliser avec Jeff Jarrett et Owen Hart. En effet, Goldust en a après Jarrett parce qu'il est très intéressé par sa manager Debra McMitchell, si bien qu'à Rock Bottom, une stipulation est ajoutée au match entre les deux hommes. Si Goldust gagne le match, Debra devra se déshabiller et s'il perd, c'est lui qui devra se déshabiller. Goldust perd le match suite à une intervention de Debra, mais Shawn Michaels, le commissionnaire, préférant bien évidemment l'idée que ce soit la jolie femme qui se dévêtisse, il accorde la victoire à Goldust par disqualification. Mais alors que Debra commence à se déshabiller, Owen Hart sous les traits de Blue Blazer vient la sauver. Goldust débute l'année 1999 en triomphant d'Al Snow puis de son ami Blue Meanie, avant de s'attaquer à un plus gros morceau en la personne du dangereux Ken Shamrock. En effet, Goldust entretient une relation avec Ryan, la sœur de Shamrock. À WrestleMania, Shamrock, Goldust, Val Venis et The Road Dogg s'affrontent dans un Fatal 4-Way avec le titre intercontinental à la clé. Alors que la victoire semble être pour Goldust, Ryan l'a trahi permettant finalement au Road Dogg de triompher. Goldust a eu sa revanche la semaine suivante et remporte le titre intercontinental pour la 3e fois. Mais son règne est de courte durée, le Godfather parvient à le détrôner quelques semaines plus tard. Le lendemain, après la mort tragique de Owen Hart à Over the Edge, il rend hommage à Owen avec les autres superstars. C'était la dernière apparition de Goldust et en juin, Goldust quitte la compagnie pour retourner à la WCW. De retour à la WCW, les dirigeants lui imposent dans un premier temps la gimmick de Seven, créée dans l'espoir absurde de concurrencer le personnage de l'Undertaker à la WWE. Sauf que Seven n'est apprécié ni du public ni de Dustin Rhodes qui un jour met fin à son personnage en coulisses en déchirant tout simplement le costume. Du coup, il catch de nouveau sous son vrai nom. Alors qu'il a un parcours assez peu fructueux à la WCW, la fédération numéro 2 est finalement rachetée en 2001 par la WWE. Dustin rejoint donc momentanément la petite fédération indépendante créée par son père, la Turnbuckle Championship Wrestling, jusqu'au moment où il parvient à redécrocher un contrat à la WWE. Goldust effectue son retour au Royal Rumble 2000, il entre en feud contre RVD et réussit à remporter la ceinture Hardcore. En mars, la fédération WWE se divise en deux branches Raw et SmackDown, Goldust est drafté à Raw et remporte un certain succès en s'associant avec Booker T. Ils forment donc ensemble l'une des équipes les plus insolites et les plus drôles de l'histoire du catch. Pour moi, la plus drôle de l'histoire, que de l'humour avec aucun mauvais segment. Par la suite, ils rentrent en guerre contre la NWO, la New World Order, et ensemble remportent le titre tag team lors du pay-per-view Armageddon. Cependant, l'équipe ne dure pas puisque les deux membres se séparent amicalement en janvier 2003 suite à une défaite entre William Regal et Lance Storm. Cette séparation marque malheureusement la fin de Goldust en tant que concurrent sérieux, les apparitions de Goldust durant l'année sont plus rares et n'ont que peu d'impact. En effet, il est attaqué et court-circuité par Batista et Randy Orton, à l'époque membres de la faction Evolution. Suite à cet incident, Goldust manifeste un temps des troubles neurologiques mais surtout se lance dans une courte guerre qu'il ne peut pas gagner face à l'Evolution.
En août, il prend sous son aile le Canadien Lance Storm, un catcheur certes talentueux mais terriblement ennuyeux, pour essayer de le changer et de le rendre charismatique et pas ennuyeux. Mais avec un joyeux compagnon aussi souriant que Lance Storm, c'est mission impossible. En décembre, il est finalement congédié et remercié pour ses services. Après son renvoi de la fédération, il sombre dans l'alcool et la drogue. Au début, il prenait seulement que des antidouleurs qu'il obtenait légalement par prescription, mais il est éventuellement tombé dans la consommation d'autres drogues. Après ses différents renvois de la compagnie et après 2 divorces, il a vendu presque toutes ses possessions pour pouvoir alimenter sa dépendance. C'est grâce à sa rencontre avec sa femme actuelle et au programme de désintoxication de la WWE qu'il a pu s'en sortir durant les années qui suivront. En 2004-2005, Dustin tente sa chance à la TNA, la Total Non-Stop Action Wrestling de Jeff Jarrett, mais ne parvient pas à percer et perd la plupart de ses matchs dans sa seule rivalité face à Abyss. Le 31 octobre 2005, il réapparaît à la WWE au pay-per-view Taboo Thursday en secourant avec Vader Jonathan Coachman, le coach qui était la proie de l'animal Batista. Mais même à 3 contre 1, Batista triomphe. Après sa participation au Royal Rumble en janvier 2006, il s'associe à Snitsky pour affronter dans un premier temps le Spirit Squad, puis Lance Cade et Trevor Murdoch dans 2 feuds qui passent plus ou moins inaperçus, et en juin, Goldust est encore une fois congédié pour ne pas être apparu à un show. En 2007, il part catcher au Japon à la All Japan Pro Wrestling sous le nom de Dustin Gold avant de revenir à la TNA sous un nouveau gimmick, celui d'un schizophrène partagé entre 2 personnalités, Dustin Rhodes Face et Black Reign Heel. Black Reign est une sorte de Goldust, sauf qu'au lieu d'être intégralement or et noir, il est en noir et blanc et a pour particularité de faire son entrée avec une cage contenant une souris. Bien charismatique, il ne brille toujours pas, perdant constamment dans sa feud contre Abyss, et 2 mois plus tard, le contrat de Goldust avec la TNA prend fin. Goldust effectue un nouveau retour à la WWE lors du pay-per-view Cyber Sunday où le public a la possibilité de voter pour désigner l'adversaire du champion intercontinental du moment, Santino Marella. Goldust n'est pas choisi mais il le défie tout de même ultérieurement. Il l'affronte à plusieurs reprises, seul ou en duo avec Melina contre Glamarella, Santino plus Beth Phoenix et en ressort toujours victorieux. Il participe aussi au Royal Rumble mais se fait malheureusement éliminer très rapidement par nul autre que Cody Rhodes, son demi-frère. Durant les mois qui suivent, Goldust effectue divers matchs isolés sans grand intérêt. C'est au mois de mai que sa carrière connaît un début de second souffle lorsque celui-ci tente de sauver Osmuggle des mains du Big Show. Une complicité naît entre le nain et le combattant doré, mais alors que Goldust se voit enfin offrir une storyline que ce dernier semble redorer sa carrière en terrassant des équipes comme The Brian Kedrick et Jamie Noble ou encore Chavo Guerrero, Festus et Santino Marella, il est malheureusement drafté à la ECW. La ECW étant largement en dessous de Raw ou de SmackDown, à moins que Goldust ne se voit offrir une chance pour le titre ECW, je vois mal comment ce dernier peut retrouver sa gloire d'antan, et effectivement il est utilisé exclusivement comme jobber. Durant tout le mois d'août, il est défié par Sheamus qui effectue ses débuts à la WWE. La rivalité est franchement intéressante et intense mais se solde par une large domination du guerrier celtique. Par la suite, Goldust trouve un allié et partenaire en la personne du rookie Yoshitatsu, mais l'alliance est peu fructueuse. Que ce soit en solo ou en équipe, Goldust enchaîne les défaites sur défaites face à Shelton Benjamin, William Regal, Vladimir Kostov ou encore Ezekiel Jackson, et ce jusqu'à la fin de l'année 2009. En janvier 2010, il ne parvient pas à avoir le dessus sur son nouveau rival Trent Beretta, très bon catcheur, mais obtient cependant indirectement sa revanche par le biais de son équipier et poulain Yoshitatsu. Ils écrasent en équipe Trent Beretta et Kaylen Croft, devenant sur cette victoire les challengers numéro 1 au titre unifié par équipe détenu par le Big Show et le Miz. L'affrontement pour le titre a lieu, mais ils ne parviennent pas à vaincre les champions en titre. La ECW étant supprimée et remplacée par la NXT, Goldust est pendant un temps plus ou moins hors course, la WWE ne sachant pas trop comment exploiter Goldust, puis il rejoint officiellement Raw et fait partie de la saison 3 de NXT Special Diva dans laquelle il est le pro d'Axana. Après la conclusion de NXT, il entame une rivalité avec Axana contre Maryse et Ted DiBiase mais subit une défaite lors du pay-per-view Bragging Rights. Par la suite, il annonce finalement sa retraite et son départ de la compagnie est confirmé le 2 avril 2012. Alors que son demi-frère Cody Rhodes gravit les échelons et s'installe clairement comme un solide heel mid-carder, Goldust se ressaisit et effectue son retour lors du Royal Rumble de l'année suivante sous une ovation monstrueuse comme à chacune de ses apparitions. Mais malheureusement, il se fait éliminer par son frère. S'ensuit l'une de ses meilleures rivalités au cours de sa carrière et dans le monde du catch. Il effectue un nouveau retour en septembre à Raw où il affronte Randy Orton dans le but d'obtenir un nouveau contrat pour Cody Rhodes, récemment renvoyé par Triple H. Il perd le match et Cody n'est donc pas réengagé. Dusty Rhodes, leur père, obtient une signature de contrat pour ses fils afin de retrouver leur emploi s'ils parviennent à bout du Shield à Battleground, et c'est ce qu'ils font après un match parfait, l'un des meilleurs à la WWE, et les 2 frères peuvent rentrer à la maison. De retour dans la course, ils se voient offrir une nouvelle chance au titre tag team de leurs rivaux et c'est la consécration après 2 mois de rivalité intense que les 2 frères deviennent champions ensemble pour la première fois de leur carrière sous les yeux de leur père. Ils conservent leur titre lors de Hell in a Cell face à Reigns et Rollins et face aux Usos. Lors des Survivor Series, ils perdent dans le traditionnel combat par équipe, ils conservent une nouvelle fois leur titre à TLC contre Big Show et Rey Mysterio, les Real Americans et Ryback avec Curtis Axel. Lors du Royal Rumble, ils perdent leur titre face au New Age Outlaw. Lors de la même soirée, ils participent au Royal Rumble match où Cody est accidentellement éliminé par Goldust avant que ce dernier ne soit lui-même éliminé par Roman Reigns. Puis après une défaite à Payback, Cody dit à son frère qu'il a besoin d'un nouveau partenaire, mettant ainsi fin à leur alliance.
Cody Rhodes fait son apparition déguisé en un personnage qui ressemble à celui de son frère nommé Stardust. Sous ce nouveau nom de scène, Cody Rhodes et Goldust battent Ryback et Curtis Axel dans la même soirée. Lors de Money in the Bank, ils réussissent à nouveau à vaincre Ryback et Curtis Axel, et à Night of Champions, lui et Stardust battent les Usos et remportent les titres tag team par équipe. Après le match, ils attaquent les Usos, effectuant ainsi un heel turn. Ils conservent leur titre face à ces derniers lors de Hell in a Cell. Cependant, ils perdent leur titre face à Damien Mizdow et The Miz lors de Survivor Series. Depuis l'arrivée de Stardust, Vince McMahon a commis l'irréparable en démêlant une fois de plus la carrière de Dustin, mais aussi celle de Cody. Ce dernier nous avouera d'ailleurs plus tard qu'après ses représentations, il s'asseyait dans l'arène pour se saouler en raison de son mauvais traitement et du refus de Vince de le libérer de son contrat. L'équipe prend fin après de nombreuses tensions et un match aura lieu, bien que les deux frères n'aient jamais accepté cette idée, préférant une vraie rivalité à la manière de Jey et Jimmy Uso à l'heure actuelle. Suite à ça, Goldust ne fera plus rien de concret excepté une alliance incroyable, il faut le notifier, avec R-Truth, dans laquelle ils auront un parcours en équipe sympa, puis il subira une opération des 2 genoux en 2018 avant que l'on apprenne par Pro Wrestling Sheet que le 28 mars 2009, il quitte la compagnie après l'expiration de son contrat, mettant ainsi fin à son mandat de 6 ans avec la compagnie. Après aucune certitude de le revoir sur un ring de catch, il fait son retour le 20 avril 2019 dans une vidéo qui révèle qu'il affrontera son frère Cody Rhodes au pay-per-view Double or Nothing de l'AEW. Ce pay-per-view prendra place le 25 mai au MGM Grand de Las Vegas. Ça marque les débuts de Dustin Rhodes avec la compagnie AEW, dont l'un des membres fondateurs est son frère cadet qui a quitté la WWE en 2016 pour voler de ses propres ailes, et c'est ainsi la fin de la longue histoire entre Goldust et la WWE. Lors de Double or Nothing, il perd contre Cody dans un match incroyable avec 2 catcheurs au top niveau, une rivalité qui a été excellente comme il l'aurait voulu à la WWE. Dusty Rhodes n'a pas pu y assister dû aux conséquences de la vie, mais il doit être très fier de ses garçons. Après le match, les deux frères se font une accolade après que Cody ait proposé à Dustin d'être son partenaire par équipe pour le prochain show de la AEW. Lors de Fight for the Fallen, Cody et Dustin perdent contre les Young Bucks et le 2 août 2019, il est annoncé que Dustin Rhodes venait de signer un contrat pluri-annuel en tant que coach et catcheur au sein de la AEW. A l'heure actuelle, il a un rôle important en coulisses et est certaines fois introduit dans des rivalités pour élever les futurs talents. Je ne pense pas qu'il reviendra du côté de la WWE, mais plutôt qu'il finira sa carrière à la AEW en tant que vétéran respecté et légende qu'il a toujours été. Dustin Rhodes, sous sa gimmick de Goldust, est incontestablement une figure incontournable du catch des années 90. Bien que sa façon de catcher soit assez classique, c'est un catcheur qui a su briller par sa personnalité hors du commun, son charisme ainsi qu'un talent d'orateur rarement égalé. Goldust, avant d'être catcheur, est surtout un acteur génial capable à la fois d'amuser et d'épater la galerie. En plus, quand Goldust fait son entrée sous son magnifique thème musical à écouter absolument, sans doute le meilleur titantron de l'histoire du catch, il a une telle classe, une telle élégance, une telle subtilité qu'on ne peut que l'admirer et l'aduler. Je regrette un peu que sa carrière n'ait pas été plus couronnée de titres et de succès, mais il est vrai que Goldust sur le ring n'a franchement pas le même talent que le Goldust en coulisses ou derrière un micro. De là, il est vrai qu'il lui était pratiquement impossible d'espérer pouvoir voler la vedette à de véritables génies du combat tels que Shawn Michaels ou Bret Hart. Pourtant, Goldust, entre 1995 et 1999, luttant régulièrement pour le titre intercontinental, était vraiment à sa place. Son association avec Booker T en 2002 était grandiose également, quoiqu'elle aurait peut-être pu être davantage exploitée encore et durer plus longtemps. Mais après, la carrière de Goldust a réellement chuté, trop chuté à mon goût. Goldust mérite quand même mieux que les piètres combats d'ouverture qu'on lui laisse. Si son niveau de catch n'est pas suffisamment bon pour qu'il puisse se prétendre challenger au titre suprême, il ne démériterait cependant pas pour un titre intercontinental US ou en équipe. Le public appréciant sincèrement Goldust, la WWE aura dû faire l'effort de le mettre davantage en avant, car même si elle semble essayer de le faire sombrer dans l'oubli, c'est peine perdue car Goldust est véritablement un catcheur inoubliable. Il a amplement mérité sa place en tant que légende et a permis une ouverture d'esprit totale pour inspirer les futurs gimmicks dans notre univers passionnant qui est le catch. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. Je vous remercie pour tous les partages et tous les j'aime que j'ai eu récemment, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui je remercie Panagota pour la suggestion de vidéo. Je vous remercie encore tous, encore une fois, on se retrouve pour une prochaine histoire, à la prochaine et encore une fois, merci à tous.